Corruption présumée à l'I2AF, que risque Lamine Diack? 10 ans de prison, écrit le quotidien sportif français L'Équipe. Des extraits du rapport de l'Agence mondiale antidopage ont été publiés par des médias français. Ambiance morose à l'hôtel King Fahd Palace. Ici, les travailleurs exigent de leur président-directeur général Racine Sy le respect de l'âge de la retraite à 60 ans. Campagne de commercialisation de l'arachide. Les producteurs du bassin arachidier apprécient ou approuvent le prix fixé par l'État. C'est peu, disent-ils, mais ils sont obligés de s'en contenter. Dans l'affaire Matimbo, la famille du mannequin approuve cette fois-ci l'arrestation de 2 individus, mais elle attend que la justice aille jusqu'au bout. L'actualité internationale, les titres, Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Au menu, la violence qui sévit au Burundi. Le pays risque de plonger dans la guerre civile. Des spécialistes préviennent et alertent la communauté internationale. Crash d'un avion russe dans le Sinaï. Barack Obama et David Cameron avancent la... Et Moscou préfère attendre avant de tirer toute conclusion. Les titres sport, Boubacar Kamel, bonjour. Bonjour Antoine. Football, un Sénégalais peut en cacher un autre au FC Sion. Le jeune Bouna Mondoy explose aux côtés de Moussa Konaté. Son rêve, jouer avec les A du Sénégal, vous l'entendrez dans le journal des sports. Navetan, Ngaraf, Santiaba, chaud derby en perspective ce soir à Dembo Diop. RFM s'est rendu au fief des 2 ASC finalistes et déjà c'est la grande mobilisation. Le président de la zone 1 lance un appel à la non-violence. Point de vue sur les affaires publiques et la famille. Prétexte l'affaire Lamine Diack et avec ses 2 fils qui sont cités donc dans cette affaire. On en parle aux alentours de 12h30. Vous aurez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Lamine Diack risque 10 ans de prison pour blanchiment. C'est la toute dernière révélation faite par le quotidien sportif français L'Équipe à 3 jours de la publication du rapport de l'Agence mondiale antidopage. Quelques extraits du rapport sont publiés par les médias français. Yoro Mangara. Lamine Diack pourra-t-il sauter sa dernière haie? Placé sous contrôle judiciaire, l'ancien président de l'I2AF encourt, selon le quotidien français L'Équipe, 10 ans de prison pour blanchiment et 10 ans pour corruption. Le journal précise toutefois que les 2 peines ne peuvent pas être cumulées. L'Agence mondiale antidopage va présenter lundi à Genève les conclusions de la commission d'enquête sur le dopage. Le site Mediapart et le magazine Lyon Capital ont eu accès à ce rapport encore secret. Il parle d'un système de corruption, de chantage et d'extorsion de fonds d'athlètes dopés russes et turcs. Ses fils Diack, ex-conseiller marketing de l'I2AF, le médecin Gabriel Dolé, l'ancien président de la Fédération russe et trésorier de l'IAF seraient également visés. Le fils de Lamine Diack aurait même réclamé $500 000 à la championne olympique turque de 1500 mètres à Londres. Lyon Capital, qui s'appuie sur les conclusions des experts de l'AMA, précise que l'argent de la corruption aurait été transféré à Singapour, où une entreprise nommée Black Tidings aurait servi de société écran. Cette dernière appartiendrait à un associé de Massata Diack. Il aurait servi à rembourser la marathonienne Lilia Chobukova, qui menaçait de tout dévoiler. RFM, la radio de toute l'actualité. Le respect de l'âge de la retraite à 60 ans, c'est la forte exigence des travailleurs de l'hôtel King Fahd Palace. Certains d'entre eux ont été envoyés à la retraite à 56 ans par le président-directeur général Amadou Racine Sy. Ambiance morose dans cet hôtel où les travailleurs veulent que leur patron, qui est le PCA de l'IPRES, respecte l'adage qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi ». Reportage signé Mamadou Amardion. Au King Fahd Palace, les travailleurs parlent de paradoxe Racine Sy. Mamadou Racine Sy est PCA de l'IPRES. C'est là où se trouve le paradoxe. PCA de l'IPRES, PDG de King Fahd. Au moment où il fait des tournées à travers le pays pour dire aujourd'hui qu'il faut faire beaucoup de choses aux retraités, voilà, malheureusement, il met des gens à la retraite à 56 ans. Ces gens se retrouvent à la rue, démunis avec leur famille. Tenue bleu foncé avec une étiquette sur laquelle son nom est inscrit, Amadouba est le délégué du personnel de King Fahd Palace. Il déplore vigoureusement ce qu'il appelle une injustice. Le combat va continuer. Il s'agit d'un combat citoyen d'abord.
Ce n'est même pas pour nous, c'est pour le Sénégal, c'est pour l'État, c'est pour la République. Nous tous, nous sommes des citoyens. Le ministre a sorti un arrêté, plusieurs sociétés l'ont appliqué. Ce jeune travailleur, lui, a une tenue beige, il cache son nom, mais pas ses sentiments. La retraite devrait être amenée jusqu'à l'âge de 60 ans, comme l'a dit le président. Vu comment ça se passe le pays, vu les circonstances, et voilà, tout et tout. Donc, je suis parfaitement d'avis avec le président et pour le syndicaliste aussi, pour aussi notre intérêt aussi. Parce que, bon, moi aussi, j'aspire à travailler ici jusqu'à la retraite, jusqu'à 60 ans, comme toutes les personnes. Je pense aussi à nos papas et à nos familles et tout ça, et tout le personnel qui est là. Les agents de l'hôtel King Fahd Palace ne comprennent pas cette position du président directeur général Mamadou Assine Sy. Il l'invite à s'asseoir avec eux autour d'une table pour trouver une solution. Vous suivez le grand journal 12h06 et nous avons joint la direction générale de l'hôtel King Fahd Palace qui promet de réagir. Les responsables du hôtel sont en ce moment en réunion. Arrestation de 2 individus dans l'affaire du mannequin Matimbo Thiès. Sa famille estime que c'est une bonne chose, mais elle attend que la justice fasse la lumière dans ce dossier. Cheikh Anta Diop a rencontré le porte-parole de la famille de Matimbo. Nous l'avons trouvé dans son atelier à la gare routière de Thiès, en train de parler au téléphone avec la mère de Matimbo, autour de l'arrestation de 2 personnes pour non-assistance à personne en danger. Ah, ok. Comment elle s'appelle? L'oncle de Matimbo, Moustapha Diané, est le porte-parole de la famille. Pour lui, la famille accueille cette arrestation avec satisfaction. On a appris avec beaucoup de satisfaction parce que ça n'a fait que confirmer vraiment ce que nous pensions. Donc cette arrestation-là, on n'a eu aucune surprise parce que nous savions tous que tous les rumeurs-là qui pourraient lors du décès de Matim, c'était pas fondé. Parce que nous savions que ces rumeurs-là, on avait de très sérieux problèmes avec l'ensemble de la famille. Les gens ont tout dit sur ça. Mais les rumeurs-là, c'était pas fondé. Pour Moustapha Diané, la famille suit de très près l'évolution du dossier. Depuis ce triste événement, toute la famille a fait un bloc autour de cette affaire. Il y avait des des problématiques qui ont cessé d'aller tous les jours à la police, au tribunal pour s'informer. Il faut que justice soit faite, il faut que les présumés soient poursuivis. Oui. Même actuellement, il paraît que le chauffeur de taxi, on ne l'a pas vu jusqu'à présent. Selon l'oncle et porte-parole de la famille, tous les bagages de Matimbo à Dakar ont été déjà convoyés à Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Nous parlons à présent de la campagne de commercialisation de l'arachide. Les producteurs du bassin arachidier un peu déçus par rapport au prix fixé. Ils s'attendaient à plus de 200 francs CFA pour le coût du kilogramme, mais faute d'avoir mieux, ils se contentent de ce qu'ils ont. Pour une bonne campagne, les producteurs du bassin arachidier demandent à l'État de bien impliquer la SNOR et de fixer les producteurs au niveau des points de collecte. Ibrahim Adjamé. C'était donc le désenchantement chez certains paysans qui s'attendaient à un prix supérieur à celui de l'année dernière. Mais si on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a, semble dire Ibrahim Abadian. Il est le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier. J'ai saisi les gens en leur disant que nous attendons 300, mais avec les 200, quand le paysan amène ses graines, il faut le payer, le rémunérer. Même avec 200, on a des difficultés pour rentrer dans nos fonds. Ibrahim Abadian demande à l'État de faire tout pour impliquer la SINO dans la commercialisation parce que selon lui, il y va de la sécurité des paysans. Pour sécuriser les paysans, il faut associer la SINEOR. Parce que la SINEOR, une campagne agricole sans SINEOR, c'est une coupe du monde sans le Brésil. Seule la SINEOR est capable de sortir les producteurs de ces difficultés. Parce qu'il y a des erreurs que la SINEOR est en train de donner aux opérateurs. C'est des erreurs de reçu d'achat. Et pour ce qui est des opérateurs, le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier demande leur fixation au niveau des points de collecte. Que chaque opérateur soit implanté dans un point de collecte pour qu'on puisse l'identifier. Il faut les implanter sur place, essayer de les identifier un à un. Tout opérateur qui fait de malversation, les producteurs doivent le réclamer pour qu'on le sanctionne. Une bonne campagne de commercialisation sans faille, c'est ce que souhaitent les paysans et selon eux, tout dépendra de la supervision de l'État. Ibrahim Djamé Kaoulak, Radio Futur Média. Fatigue la convention de partenariat entre la région Poitou-Charentes relancée avec les 3 conseils départementaux de la région
Elle a été signée aujourd'hui. Il s'agira de lutter contre la pauvreté. L'objectif est de développer la filière caprine dans la région de Fatick et de développer par ailleurs les programmes d'énergie renouvelable. Retrouvons dans la capitale du Sud notre correspondante permanente, Aminata Gouzabi. C'est désormais officiel. Le partenariat qui liait les régions de Fatick et de Poitou-Charentes en France va se poursuivre. Ainsi, dans cette nouvelle coopération, la région Poitou-Charentes va travailler avec les conseils départementaux de Fatick, Gossas et Foundiougne. Yves Debien est le premier vice-président de la région Poitou-Charentes. On est sur des mêmes logiques, mais il y avait un problème de partenariat et le risque c'était de perdre tout ce que nous avions fait ensemble au niveau de la région de Fatick. Eh bien, nous avons retroussé nos manches pendant 3 jours. Nous avons innové et nous avons trouvé sans difficulté les moyens de mettre en œuvre une coopération qui va continuer à faire ce qui avait été fait et qui va permettre aujourd'hui de faire une coopération pour les 3 ans à venir. Omar Sen, président du conseil départemental de Fatick. Le partenariat entre la région Poitou-Charentes et l'ex-conseil régional de Fatick noué en 2005 avec le programme d'amélioration de la filière caprine s'est vu érigé en modèle de coopération nord-sud durant cette dernière décennie. Avec 4 projets phares, à savoir le PAFC, le PRODER, le PRODETOUR et les BTE, ce partenariat a su initier des actions structurantes. La signature de cette convention va permettre de lutter contre la pauvreté afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans ce contrat de coopération, sachez qu'on y a mis un petit peu plus que d'habitude, parce que le président de la République a souhaité faire de Fatick la capitale un peu du Sénégal de la chèvre et y faire un espace exemplaire. Dans cette nouvelle convention de partenariat, il sera aussi question de lutter contre les changements climatiques et d'améliorer les programmes de développement des énergies renouvelables et de l'écotourisme dans la région de Fatick. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Le gouvernement n'a pas de considération pour l'enseignement technique et professionnel. C'est le sentiment du secrétaire général du syndicat de l'enseignement technique et professionnel. Ces professeurs se disent oubliés par l'État dans la formation réservée aux enseignants des autres secteurs. Ils vont organiser une marche et un sit-in le 28 décembre prochain. Amar Khan est le secrétaire général du syndicat de l'enseignement technique et professionnel. Propos recueillis par Mohamed Nabissila. Il s'est avéré que depuis le 19 octobre, les professeurs d'éducation physique du Sénégal sont en formation. L'ensemble des professeurs sont convoqués, mais il s'avère réellement que les professeurs de l'enseignement technique et professionnel sont laissés en rade. Tout simplement parce que le ministère n'a pas envoyé le budget pour leur formation, raison pour laquelle les responsables du SNEPS refusent de les prendre en formation. Nous voulons un système apaisé, mais pour que l'éducation soit dans les meilleures conditions, il faut que le gouvernement puisse respecter ses promesses. Parmi ces promesses, il y avait la formation diplômante. Vraiment, nous essayons de privilégier le dialogue, mais en réalité, les gens nous poussent à utiliser les mêmes méthodes que les anciens syndicalistes, c'est-à-dire la méthode de la grève, mais la méthode des marches et protestations. Donc, s'ils nous poussent à bout, nous serons obligés de faire comme tout le monde, c'est-à-dire descendre dans la rue, crier haut et fort pour nous faire entendre. Nous avons programmé d'organiser une grande marche suivie de sitting le 20 décembre au niveau du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'actualité internationale. L'actualité internationale présentée par Sornana Sambaye. D'abord, le Burundi Sorna. Le pays pourrait sombrer dans la guerre civile. L'alerte a été donnée par l'International Crisis Group, un centre de réflexion. Depuis 6 mois, le pays connaît une crise politique sur fond de violence avec plusieurs morts. Les détails avec Yankee Mané. Les crimes refont surface au Burundi et risquent de plonger le pays dans une guerre civile. Le Centre de réflexion international Crisis Group estime que l'escalade de la violence, la rhétorique de plus en plus radicale et le flot continu de réfugiés montrent au grand jour les divisions. Il ajoute que l'armée, seule institution capable d'arrêter cette glissade fracturée, elle est même proche du point de rupture. Une intervention diplomatique ferme et décisive est un minimum requis pour empêcher l'île et ses inévitables massacres. Pour rappel, la crise burundaise a éclaté depuis fin avril dernier avec plus de 200 personnes tuées suite à l'annonce de la candidature pour un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza.
5e année stagiaire. La situation en Centrafrique préoccupe fortement les États d'Afrique centrale. Une nouvelle fois, Antoine, la communauté économique des États d'Afrique centrale condamne les actes de violence survenus dans ce pays. La CEEAC invite toutes les parties à privilégier le dialogue et ceci dans les plus brefs délais. Libreville, la correspondance d'Yves Antonio Ogula. Il faut sauver la Centrafrique et c'est urgent. Ainsi s'exprime à travers un communiqué le secrétaire général de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ahmad Alam condamne avec la plus grande fermeté les violences et invite les autorités de la transition, les partis politiques, les groupes politico-militaires et les leaders communautaires à faire preuve de retenue. Il doit privilégier le dialogue et éviter toute attitude qui va contribuer à attiser la violence. Le secrétaire général de la CEEAC réaffirme son engagement à travailler aux côtés des autres acteurs de la communauté internationale pour permettre au gouvernement de transition de ramener le calme à travers la Centrafrique et surtout d'organiser des élections crédibles et transparentes dans les délais fixés par la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans son communiqué, le diplomate tchadien souhaite que les autorités de la transition affichent l'ambition de travailler en solidarité avec les forces internationales pour faire cesser les violences. La semaine dernière, Bangui, la capitale centrafricaine, a été secouée par des violences qui ont fait près de 30 morts et plus de 100 blessés. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. Congo-Brazzaville, l'opposition prête à dialoguer avec le pouvoir, mais à une condition. La communauté internationale doit impérativement conduire les discussions. Les deux plateformes de l'opposition doutent toujours de la crédibilité du référendum du 25 octobre dernier. N'empêche, elles disent oui au dialogue. Un représentant du secrétaire général de l'ONU est attendu ce vendredi à Brazzaville. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique propose des points à débattre, notamment les arrestations, les enlèvements et bien évidemment le référendum qualifié de mascarade. Crash de l'avion russe dans le Sinaï, la thèse de la bombe avancée. Les dirigeants américains Barack Obama et britannique David Cameron ont ouvertement évoqué cette piste. Le Royaume-Uni a toutefois autorisé la reprise des vols venant de Sharm el-Sheikh. Toutefois, la Russie et l'Égypte ne donnent pas trop de crédit à la thèse de Obama et Cameron. Mariama Goudjabi. Possibilité d'une bombe à l'intérieur de l'avion russe, c'est l'hypothèse que posent les dirigeants américains Barack Obama et britannique David Cameron. Le gouvernement britannique a mobilisé des vols pour rapatrier les touristes britanniques et pense tout mettre en œuvre pour la sécurité de ces avions. Le premier ministre britannique a évoqué la possibilité qu'il s'agisse d'une bombe à l'origine du crash, une hypothèse que des analystes ont posée à partir de l'examen du ton des messages. Barack Obama est allé dans le même sens dans sa déclaration jeudi dans une station de radio américaine. Des hypothèses que Moscou et le Caire qualifient de spéculation. D'ailleurs, le Caire a mis en garde contre ces conclusions. Selon le ministre de l'Aviation civile, Ossam Kamal, les enquêteurs n'ont décelé aucune forme de preuve confirmant ces hypothèses. Selon le ministre de l'Aviation civile, Ossam Kamal, les enquêteurs n'ont décelé aucune forme de preuve confirmant ces hypothèses. Les dirigeants russes et britanniques sont conscients d'une menace terroriste commune et entendent collaborer tout au long de l'enquête. De son côté, le président égyptien Al-Sisi a affiché la volonté de tout mettre en œuvre pour protéger les touristes étrangers. Beaucoup de compagnies sont en train de desservir la destination. Pour rappel, l'avion russe Airbus A321 a crashé 23 minutes après son décollage et a causé 224 morts. Les recherches se poursuivent pour d'autres indices. Mariama Goudjabi, stagiaire également à la RFM Antoine Diouf. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Critique Média, regard critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parler, audiovisuel, internet. Critique Média, c'est l'affaire de Mohamed Ali Mouba. Bienvenue. Commentaire, article de soutien dans la presse sénégalaise. La poursuite des journalistes dans l'affaire Lamine Diack est-elle celle-là qu'on notera du journaliste dans ce type d'affaire? Jacques Diop, vous êtes journaliste sportif. Vous faites partie de ceux qui défendent l'ancien président de l'IA2S. Pourquoi cette attitude? Connaissant l'homme, pour l'avoir côtoyé et pour avoir quand même vécu avec lui beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui a toujours prôné des valeurs, des vertus et qui les a toujours enseigné et qui a toujours demandé à ses proches en tout cas de pouvoir les véhiculer partout. Avez-vous lu le rapport avant de prendre cette position? Écoutez, vous savez, cette affaire, on en avait parlé depuis très longtemps.
on avait qu'à parler depuis très longtemps. Vous savez, surtout quand on vous taxez quand on vous taxez de voleurs, de crétins, ou bien on vous le taxe facilement, on vous l'étiquette. Mais je pense qu'aussi, la présomption d'innocence du président Lamine Diack est à respecter. Ne sortez-vous pas du cadre du journalisme là? Moi, je le défends en tant que Sénégalais, je le défends aussi en tant que son nouveau. C'est une question de principe. Moi, je ne le défends pas, c'est pas aujourd'hui le journaliste qui parle. Merci, Jacques Diop. Bienvenue, Tidiane Kassé. Vous êtes journaliste, formateur en journalisme. Alors, Tidiane, quelle est la meilleure posture que le journaliste doit adopter dans ce genre d'affaires? Les gens, par rapport à leur propre sensibilité, par rapport à leur propre perception des choses, pour donner leur point de vue. On ne peut pas le reprocher à un journaliste. Là, dans le commentaire également, les faits sont, disons, sacrés. Et il n'y a pas de distorsion des faits. Ce qui se passe, c'est que Lamine Diack a été mis en examen, ça personne ne peut le nier. S'il y a des enquêtes qui sont menées, ça non plus personne ne peut le nier. Maintenant, si le journaliste, par rapport à ses propres convictions, par rapport à sa propre sensibilité, donne son point de vue, là, il est dans le commentaire et il en a l'entière liberté. Ce qu'il y a maintenant, c'est que quand on informe réellement sur cette question, on ne peut que se baser sur les faits qui ont été déjà avancés. Et ce dont on se rend compte également, il a été mis à ça ne veut pas dire qu'il est coupable, il y a une présomption d'innocence. Il faut être relativement prudent par rapport à cette histoire. Merci Jacques Diop, merci Tidiane Kassé. Critique Média, c'est fini. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les affaires publiques et la famille, prétexte l'affaire Lamine Diack avec ses deux fils qui y sont cités. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous aurez la parole aux alentours de 12h30. Bonjour Boubacar Kamaldien. Bonjour Antoine. La page des sports que nous ouvrons avec du football, mais parlons d'abord de cette révélation. Ce jeune joueur sénégalais pensionnaire du FC Sion. Oui, ils y sont deux là-bas au FC Sion, dans ce club suisse de première division, aux côtés du célèbre buteur Moussa Konaté. Le travailleur Bouna Mondoy, ce milieu de terrain défensif, est titulaire dans ce club. Rêve des Lions. Il s'entretient avec Yoro Mangala. C'est vrai que le public sénégalais ne m'a pas encore connu, mais je pense que c'est la cause que j'ai pas joué dans le championnat sénégalais, c'est pour cela. Quels sont vos rapports avec l'autre Sénégalais du club, Moussa Konaté? Ça va, ça passe bien avec lui. Moi, toujours à part les entraînements, avant les entraînements, à chaque fois je suis chez lui, on se pose, on est des têtes, quoi. Ça fait partie de mes plus grands objectifs. L'équipe nationale, vous y pensez? C'est votre rêve? Ça, c'est un rêve pour moi. Pendant le dernier mercato, on vous annonçait à Chelsea. Que s'est-il réellement passé? J'ai pas failli signer à Chelsea. C'est juste qu'ils étaient en train de me garder, c'est tout, mais j'ai pas failli signer là-bas. Bouna Ndoye, qui joue au FC Sion avec Moussa Konaté. Dans le temps à présent, la Médina en effervescence aujourd'hui. Ngaraf et Santhiaba s'affrontent en finale de la zone 1 ce soir. Oui, zone 1 de l'ODCAV de Dakar. Et c'est déjà la fête et la mobilisation des grands jours dans les fiefs des deux ASC finalistes. Sodatiam. Des couleurs identiques, jaune-bleu ou bleu-jaune, ornent les rues des deux sous-quartiers de la Médina, Ngaraf et Santhiaba. Deux ASC qui s'affrontent cet après-midi pour remporter Dame Coupe de la zone 1 de Dakar. Une finale qui doit se jouer dans le fair play selon Babangay, vêtu d'un boubou aux couleurs de son ASC Ngaraf. Il faut que tous les supporters se mobilisent pour pousser l'ASC Ngaraf vers le chemin de la victoire. On va gagner cette finale. Détentrice du titre, l'ASC Ngaraf va vers une finale difficile, mais la confiance y règne, selon Amidou Kamara et Sahel Dieye, deux inconditionnels de l'équipe. Ça ne sera pas facile vu que ces deux ASC qui fournissent un bon jeu. Ngaraf va bien défendre son titre. Une finale, ça peut être facile comme ça peut être difficile, mais je souhaite que l'ASC Ngaraf le remporte. À quelques centaines de mètres, l'on retrouve des supporters de Santhiaba plus qu'optimistes, comme Ismaël Ndiaye, qui reconnaît tout de même que ces deux sous-quartiers ne sont qu'un. Les enfants de Ngaraf sont nos enfants, c'est le Santhiaba sont nos enfants. Donc il n'y a pas d'animosité.
entre nous. Mais nous souhaitons que le Santhiaba gagne. Le Ngara s'est préparé, le Santhiaba s'est préparé. Mais on connaît ce qu'on a, n'est-ce pas? On espère, on va gagner, Inch'Allah. Mais pour Ablaye Ndiaye, remporter cette finale est une obligation pour son Maïsé, Santhiaba. C'est un grand événement parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas joué une finale. Et une finale, ça se joue pas, elle se gagne. Et nous, à Santhiaba, on ne veut pas avoir le même trophée que notre adversaire. Donc on veut gagner cette finale. Ngaraf, tout comme son adversaire, Santhiaba, ambitionne d'ajouter un nouveau titre à leur palmarès. Finale ce soir au stade Demba Diop. Un derby qui soulève déjà beaucoup de passion à quelques heures de la finale. Le président de la zone 1, un appel au fair play et à la non-violence. Mbaye Diagne est au micro de Cheikh Tidiane Ndiaye. Le championnat navétane draine une certaine passion au niveau des populations à la base. Mais toujours est-il que nous avons pu organiser le championnat régulièrement, sans peut-être fait de violence majeure, n'est-ce pas, mais de petits coups que nous avons pu gérer ensemble. Et aujourd'hui, nous allons aller vers une fête de la jeunesse. En senior, nous aurons 2 ASC de la Médina qui sont très proches, jouer dans le fair play, dans la sportivité. Le climat qui se dégage jusqu'à présent nous inspire une rencontre apaisée qui se fera dans le plus grand esprit fair play. Ngaraf Santhiaba, finale senior de la zone 1 de l'ODCAV de Dakar, ce soir au stade Demba Diop, coup d'envoi 19h. Ngaraf défend son titre, enlevé de rideau la finale des cadets entre ECG, Entente Centenaire Gibraltar, et Sanyal. À Mbacké, la finale de la zone oppose cet après-midi Momsereo de garage Darou Mourti à Molo de Mbacké. C'est à partir de 15h au stade de Nelson Mandela. Et puisque vous aimez bien les derbys, il y a un autre derby qui oppose cette fois-ci le Sénégal à la Gambie. C'est dans le cadre du tournoi de l'IFOA à Saint-Louis. La finale sera jouée demain. Les Lions olympiques rencontrent la Gambie au stade de Mawade Wade. Coup d'envoi 18h. Il s'agit là du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Enlevé de rideau, le match pour la 3e place entre la Guinée-Bissau et le Libéria. À l'instant même, un colloque sur la vie et l'œuvre du parrain du tournoi Feu Mawade Wade, conférence animée par l'expert en sport Elhadj Mokhtar Gueye. Le mondial de football chez les cadets, le continent africain, maître du sport roi chez les U17. Dimanche prochain, nous avons une finale 100% Afrique. Le Mali défie le tenant du titre nigérian. Les Maliens ont écarté la Belgique, tandis que le Nigeria a éliminé le Mexique hier. La finale se joue dimanche donc à 19h locale. Il sera 21h à Dakar. Merci Boubacar Kamel Dieng pour cette